Quand en janvier 2020, un opérateur de la ligne 911 a répondu à un appel, il a été confronté au ton alarmé habituel de quelqu'un qui demandait de l'aide. « Il y a un individu à la porte de ma maison, il me harcèle depuis des mois », disait la voix d'un jeune homme, presque en criant. Immédiatement, un groupe de policiers s'est dirigé vers l'endroit d'où provenait l'appel à l'aide. Et effectivement, ils ont trouvé un homme d'âge moyen aux cheveux gris qui avait illégalement pénétré dans une propriété. Mais cela ne semblait pas être le cas typique d'un rôdeur pris la main dans le sac. L'homme aux cheveux gris, un journaliste reconnu de la National Broadcasting Company, prétendait être là pour attraper un prédateur sexuel qui, avec son partenaire, faisait des choses terribles à des garçons et des filles. Le prédateur ne serait autre que celui qui avait passé l'appel demandant de l'aide. Qui disait la vérité ? À ce doute s'ajoutait un autre facteur. Le sujet, qui restait caché dans sa maison et avait composé le 911, était encore plus connu que le journaliste, mais seulement parmi un public plus jeune. Il s'agissait du youtubeur Onision, actif sur la plateforme depuis ses débuts et avec des millions de followers. Mais ne nous précipitons pas. L'histoire d'Onision ravive un ancien débat concernant la sécurité des mineurs sur Internet et les fausses impressions qui sont vendues en ligne. Comment Onision a-t-il pu opérer pendant tant d'années sans que personne ne découvre ses véritables intentions ? Quels indices sur son comportement y avait-il dans ses propres vidéos ? Jusqu'à quel point ? L'humour absurde et controversé qu'il montrait devant les caméras ne laissait pas transparaître les abus qu'il commettait. Pourquoi la plateforme ne l'a-t-elle pas désactivée lorsque les premières plaintes sont apparues sur le réseau ? Pour répondre à ces questions, nous allons nous plonger dans le sombre cas d'Onision. Greg, l'outsider Onision, est une figure insaisissable si l'on tente de creuser son passé et sa vie avant YouTube. Il semble qu'à un moment donné, son nom d'utilisateur ait effacé toute trace de son identité précédente, comme si le personnage l'avait complètement englouti. Mais quelques indices ont été laissés sur Internet, et c'est à partir de ceux-ci que l'on peut commencer à répondre peu à peu. La question est, qui est ou était Onision avant de devenir une figure publique ? On sait aujourd'hui que cet individu est né le 11 novembre 1985 à Auburn, Washington, et que son nom est assez connu de ses followers. Greg. On sait cependant qu'à un moment de son adolescence, il a cessé de s'identifier à son nom de naissance, Gregory James Daniel, pour adopter le nom Jackson. Probablement, Daniel lui rappelait trop son père, et quand Greg avait environ 15 ans, sa relation avec son père était complètement brisée. À vrai dire, Onision n'a jamais été très proche de son père, qui a été assez absent tout au long de son enfance. Cependant, nous ne faisons pas uniquement face à un manque d'affection. Un acte de violence a tout changé. Pour Randy Daniel, le père de Greg, le divorce avec son ex-femme était dû au fait qu'il travaillait trop. Mais Onision lui-même a raconté une histoire très différente. Il a dit que la séparation de ses parents, quand il n'avait que 4 ans, était due à une terrible nouvelle qui avait été révélée. Apparemment, Randy avait abusé d'une petite fille. L'histoire n'a jamais été totalement claire, mais à l'époque, Onision a enregistré plusieurs vidéos détaillant les crimes présumés de son père. Il a affirmé que cela ne s'était jamais produit et qu'il n'avait pas de casier judiciaire. Greg a grandi dans un environnement familial plutôt fracturé. Malgré tout, c'était un enfant souriant, extraverti, que tous trouvaient très sympathique. Mais la séparation de ses parents a laissé des traces et quelque chose en lui a explosé autour de ses 15 ans. Pour des raisons qui ne sont pas clairement connues, la mère de Greg l'a chassé de la maison et l'adolescent a fini par atterrir chez son père. Malgré une certaine distance, ils gardèrent le contact, et bien que l'idée de cohabiter ne semblait pas enthousiasmer l'un ou l'autre. D'autres alternatives ont brillé par leur absence. À cette époque, Randy fréquentait une certaine Debbie. Elle savait que l'adolescent avait quelques problèmes de comportement et que son attitude devenait assez incontrôlable. Ils pensaient pouvoir encore le remettre dans le droit chemin. Tant qu'il s'engageait à le faire et agissait rapidement. Greg était alors déjà un enfant typique d'Internet. Les ordinateurs domestiques étaient en plein essor dans les années 90, et pour lui, ce réseau naissant était sa place dans le monde. Il passait des heures et des heures devant l'écran, et dès son plus jeune âge, il générait des tonnes de contenu pour les forums et les blogs. Adolescent, il a réalisé que ses pitreries en ligne suscitaient non seulement l'acceptation, mais aussi l'admiration des autres. Sans s'en rendre compte, il renforçait le pouvoir qu'il exercerait quelques années plus tard sur des milliers de gens. Mais avant qu'Onision ne soit révélée au grand jour, des choses beaucoup plus inquiétantes et terrestres se sont produites de l'autre côté de l'écran.
Peu de mois après avoir emménagé avec son père, la famille avait prévu des vacances au Tennessee. Tout se déroulait parfaitement jusqu'à ce que Greg, avec la voiture pleine à craquer, change radicalement d'avis. Il a dit qu'il préférait rester chez lui pour utiliser son ordinateur et être avec sa nouvelle petite amie. Randy et Debbie semblaient surpris, car jusqu'à ce moment-là, le garçon avait semblé excité par l'excursion. Le fait qu'il redevienne soudainement obstiné et capricieux n'était pas quelque chose qu'ils ont vu d'un bon œil. Randy a estimé qu'il était temps d'établir certaines limites avec son fils et l'a forcé à partir avec eux. Malgré ses plaintes, Greg a passé une grande partie du voyage en colère et en lançant des commentaires passifs-agressifs depuis le siège arrière de la voiture. Voyant que personne ne lui répondait de l'autre côté, il a choisi d'insulter la petite amie de son père. Randy a freiné et ils se sont arrêtés dans une station-service. Ce qui s'est passé ensuite a deux versions, celle du père et celle du fils. Selon Greg, ils sont sortis de la voiture et se sont disputés jusqu'à ce que son père l'empoigne par le cou et l'étrangle. Selon Randy, Greg l'a frappé en premier et il l'a seulement repoussé en le secouant. Mais les deux récits convergent sur le fait que Greg a battu Randy au sol, Debbie a appelé la police et les agents sont immédiatement intervenus. Devant le juge, Greg a répété que son père avait essayé de l'étrangler. Mais les autorités ont remarqué que quelque chose n'allait pas chez le garçon et l'ont envoyé dans un centre de correction pour mineurs. Ce serait la première fois que Greg serait confronté aux conséquences réelles de sa propre agressivité. Mais apprendrait-il la leçon ? Dans les années suivantes, il construirait brique par brique une façade solide pour cacher sa véritable personnalité. Il créerait un personnage en ligne, soigneusement conçu pour avoir le contrôle. L'important était simplement cela, pouvoir tromper l'environnement pour atteindre les objectifs. En février 2005, 3 anciens employés de PayPal ont mis en ligne un site web connu sous le nom de YouTube. En un peu plus d'un an et demi, ils l'ont vendu pour 1658 millions de dollars. L'idée était-elle si rentable ? Mais au cours de ces premières années, seuls quelques jeunes ont remarqué le potentiel de la page, l'un d'eux était Onision. Ses premières vidéos datent de 2004 et à cette époque, il les mettait en ligne sur son propre site web, emerald.com. Le 29 janvier 2006, il a ouvert sa première chaîne YouTube et a commencé à produire du contenu exclusivement conçu pour cette plateforme. En parallèle, beaucoup de choses se passaient dans sa vie. Au lycée, il avait rencontré une fille nommée Sky Tantaga, avec qui il s'est marié en 2005 à l'âge de 20 ans. Ils ont réfléchi ensemble à du contenu humoristique pour créer des vidéos. Mais pendant ces mois, Greg a décidé de changer soudainement sa routine et a rejoint l'armée de l'air. Greg Jackson développait sa carrière militaire tout en continuant à publier du contenu sur YouTube, ce qui constitue une parenthèse curieuse. Il n'était pas très connu, mais il avait une communauté fidèle. En 2008, le jeune homme était en mission en Corée du Sud et a décidé que les armes n'étaient pas pour lui. Au moins pas celles qui tiraient vraiment, plutôt qu'avec un effet spécial de post-production. Il a donc décidé de quitter l'armée et s'est déclaré objecteur de conscience. Un objecteur de conscience est une personne qui s'oppose à accomplir un acte ou un service pour des raisons de principe éthiques, religieux ou philosophiques. Cela étant clarifié, il ne lui restait plus que YouTube et il y a dirigé toute son attention. En avril 2008, Greg a atteint son premier viral. Bien que le phénomène ne soit pas encore décrit avec ce mot, c'était avec I'm So Emo Song, une chanson parodique. L'année suivante, son grand boom arriverait, la vidéo Banana Song, qui à ce jour a 95 millions de vues. Jusqu'à ce moment, sa femme, Sky, qui avait aussi sa propre chaîne YouTube, avait plus de succès que Greg. Mais tout a commencé à changer à un certain moment autour de la chanson de la banane. D'une certaine manière, Greg semblait avoir un talent spécial pour capter l'attention d'un public dont l'humour et les intérêts étaient assez cryptiques pour le monde adulte. Un créneau de consommation émergeait sur Internet, notamment sur YouTube, qui connaissait une croissance exponentielle et était sur le point d'exploser en un phénomène culturel majeur. Quelque chose qu'Onision a su lire dès le début ? Mais il ne se contentait pas de poster des sketchs absurdes dans lesquels il interprétait des personnages déséquilibrés, ou criards, ou des chansons bizarres, il parlait aussi à la caméra et exprimait ses opinions de plus en plus controversées. Mais il y a une information qui est plus que fondamentale. Onision s'adressait plus que tout à un public féminin de moins de 18 ans, et il le faisait en regardant directement dans les yeux de ses abonnés. Il passait des heures à leur parler de questions allant de l'intimidation à la confiance en soi. Tel un prédicateur, YouTube était sa chair. Mais que voulait-il de ses fidèles ? En échange de quoi donnait-il tous ces conseils qui semblaient si bien intentionnés ? Essentiellement, qu'est-ce qu'Onision cachait ? Popé Crassant.
Quand la chaîne Onision Speaks a-t-elle commencé à gagner une popularité inhabituelle? Le mariage de Greg Sky commence à battre de l'aile. Bien qu'ils apparaissaient souvent ensemble à la caméra, la plupart du temps ils étaient dans des pièces séparées, chacun sur son ordinateur. Avec la croissance de la renommée d'Onision, il recevait de plus en plus de courriels de fans, mais un en particulier a attiré son attention. C'était de Shiloh Rand Hoganson, plus connu sous le nom de Shiloh sur la scène pop canadienne du début des années 2000. La carrière prometteuse de Shiloh semblait s'interrompre soudainement entre fin 2009 et mi-2010, l'époque à laquelle elle a commencé à parler avec Onision. Au début, c'était des discussions de plus en plus fréquentes sur Skype. Shiloh parlait tous les jours avec Greg et il semblait la comprendre parfaitement. Malgré qu'il soit 8 ans plus âgé, Shiloh se sentait seul en tournée et le poids de sa célébrité grandissante commençait à l'isoler. Mais Onision lui a promis que tout changerait. Un jour, il a placé les papiers de divorce devant sa webcam. Il s'était définitivement séparé de Sky et voulait aller la voir le plus tôt possible. Débordée, elle s'est laissée emporter, mais Onision restait prudent. Shiloh venait d'avoir 17 ans, et pour être ensemble, ils devaient trouver un endroit qui le permettait. Ils ont donc décidé de se voir en Pennsylvanie, où la jeune chanteuse était en tournée. Onision a pris le premier avion qu'il a pu pour cet endroit et a fait le premier pas de ce qui prétendait être une douce histoire d'amour. Ensuite, tout s'est accéléré. Le YouTuber a déménagé à Toronto et Shiloh lui rendait visite presque quotidiennement. En 2011, ils ont emménagé ensemble à Washington. Rien de tout cela n'était secret, car la vie d'Onision était presque entièrement diffusée sur YouTube. Shiloh était piégé, mais le quatrième mur de sa cellule était un écran que des milliers d'utilisateurs pouvaient voir chaque jour. Devant la caméra, elle accompagnait son petit ami dans des vidéos où on la voyait déguisée, interprétant des personnages, mais aussi étant criblée de balles, battue, humiliée, tout au nom de l'humour cryptique d'Internet. L'entreprise de création de vidéos monétisées pour YouTube était déjà très rentable. On estime qu'autour de 2011, Onision facturait 30 000 $ par mois. Jairo a raconté plus tard qu'il avait non seulement abandonné la musique quand il a commencé à s'en mêler dans sa relation troublante avec Onision. Il a également coupé les ponts avec sa mère, a cessé de fréquenter ses amis et a radicalement changé son apparence physique. Onision l'a persuadé que se maquiller était l'apanage des prostituées. Et lentement, Shiloh est tombé dans une spirale descendante qui l'a amené à s'effondrer, et tout a été enregistré. Tremblante et hagarde, Shiloh demandait de l'aide, mais sa détresse ne faisait qu'attiser la curiosité malsaine du public. Dans une vidéo tristement mémorable, Onision l'a mise devant la caméra et l'a rasée en direct. À ce moment-là, Shiloh était, selon ses propres mots, complètement brisé. Lassé de ne plus pouvoir l'humilier, le YouTuber l'a quitté. En 2011, Shiloh a pu raconter son histoire, mais elle savait d'avance qu'Onision ne s'arrêterait pas. Il avait trouvé une méthode de manipulation addictive. 3 mois plus tard, le garçon a présenté sa nouvelle petite amie, Adrienne. Comment l'avait-il rencontrée? La fille était une adepte de ses chaînes et il lui avait écrit un courrier. L'histoire se répète et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Bien que le modèle ait pu être le même, Adrien a détecté les signaux d'alarme. Quand Onision a parcouru des centaines de kilomètres pour la rencontrer, la jeune fille a senti que les choses devenaient trop sombres. Elle a rompu le lien et exposé l'attitude toxique d'Onision. Mais il a enregistré une vidéo l'accusant de menteuse. Ainsi, son personnage est devenu de plus en plus confrontant. Il se battait avec d'autres youtubeurs et profitait de l'exposition que lui donnaient les scandales continus. Une de ses cibles préférées à cette époque était Eugenia Cooney, une créatrice de contenu à qui il a consacré pas moins de 75 vidéos ridiculisant son trouble alimentaire. Pour en savoir plus sur Eugenia Cooney, regardez la vidéo que nous lui avons consacrée sur cette chaîne. Le lien est disponible. Au final, rien n'était laissé au hasard, et Onision se positionnait déjà comme un polémiste toujours à la limite. C'est ce qui se vendait le mieux de lui à la fin de 2011. Un autre fait dans sa vie privée serait clé pour comprendre tout ce qui se cachait derrière le personnage. Un adepte de 17 ans, qui s'identifiait alors comme une femme, l'a contacté depuis le Nouveau-Mexique, et Onision a su qu'une autre proie était tombée dans son filet. Comme l'âge légal du consentement était de 17 ans dans cet état, Greg y a déménagé. L'année suivante, ils étaient déjà mariés. Onision était déjà un sujet de débat sur Internet, et pas précisément pour l'humour de ses vidéos et chansons, ou la controverse que suscitaient ses opinions. Quelque chose d'étrange pouvait être vu chez toutes les filles, avec lesquelles il avait partagé l'écran, un modèle qui commençait à être perturbant et répétitif. Onision ne semblait pas simplement être un petit ami fier de montrer ses partenaires et de les promouvoir en tant que figure publique, mais plutôt un roi de la manipulation. À cette époque,
Un journaliste de la télévision traditionnelle s'était lancé sur YouTube, intrigué par l'histoire de ce garçon qu'il souhaitait approfondir. Quelque chose dans toutes ces tonnes de matériel qu'il avait en ligne le dérangeait. Ce n'était pas seulement une incompréhension entre générations. Chris Hansen, qui au cours de sa carrière avait enquêté sur de nombreux cas policiers, pensait qu'un prédateur sexuel pourrait se cacher derrière la figure d'Onision. Dans les années suivantes, il a minutieusement observé, comme des milliers d'autres, les vidéos qu'Onision publiait en ligne avec son partenaire, qui avait une chaîne qui commençait à devenir populaire sous le deuxième prénom féminin qu'elle avait adopté avant de transitionner. À cette époque, les discussions entre Onision et sa nouvelle partenaire étaient souvent d'ordre sexuel. Et à de nombreuses occasions, ils parlaient des avantages d'expérimenter et d'ajouter d'autres personnes à leur vie quotidienne. Le polyamour et l'identité de genre ont commencé à graviter dans les longs débats qu'ils avaient. La vie des deux était si publique que personne n'a été surpris par l'annonce du partenaire d'Onision de transitionner et de devenir Kai, un homme trans. Onision restait à ses côtés, compréhensif et ouvert, encourageant son partenaire à se redécouvrir. Au fil du temps, ils ont intégré d'autres acteurs dans leurs vidéos. Des filles, manifestement mineures, qui apparaissaient si fréquemment qu'elles semblaient vivre avec eux. Mais qu'est-ce qui se passait vraiment ? Pour Chris Evans et d'autres utilisateurs qui suivaient avec inquiétude l'évolution des chaînes d'Onision et Kai, c'était évident. La tendance de Greg à s'associer à des filles mineures était déjà devenue un modus operandi. Et Kai semblait être le lien parfait, c'était lui qui les recrutait. Depuis le mariage d'Onision avec Kai et que toute cette sombre trame a été révélée, 8 longues années se sont écoulées. Pendant ce temps, Kai a entamé une relation avec une adolescente de 15 ans nommée Regina et immédiatement après avec une autre nommée Sarah. Dans les deux cas, le processus était le même. Elles étaient toutes deux des adeptes de Kai, pas d'Onision, et ont développé un lien amical mais assidu au début. Elles parlaient tous les jours par appel vidéo et au fil des semaines, les conversations devenaient de plus en plus suggestives. Jusqu'à être ouvertement sexuelles. Que ce soit dans le cas de Regina ou de Sarah, Onision a fait irruption sur la scène pour tout organiser. Bien que personne ne le sache, il surveillait les conversations en secret. D'après les deux jeunes femmes, elles étaient issues de foyers vulnérables. Et Kai s'était toujours montré compréhensif à l'égard de leur situation et prêt à les aider. Il était si amical et séduisant qu'à différents moments, elles avaient toutes deux accepté de déménager chez lui et, bien sûr, de partager le toit avec Onision. L'objectif était clair. Les filles étaient recrutées pour faire partie d'un complexe réseau de soumission et d'abus, auquel elles arrivaient sans être tout à fait conscientes de ce qui se passait. Et dans tous les cas, cela aboutissait à des abus sexuels. En janvier 2020, Chris Hansen avait déjà parlé à de nombreuses ex-petites amies d'Onision. Il était convaincu que c'était un réseau de recrutement de mineurs. En particulier sur Twitter, les utilisateurs ne comprenaient pas comment les plaintes circulant sur le site de vidéo ne provoquaient pas une interdiction immédiate du YouTuber. C'est alors qu'à la veille de la pandémie, Hansen a décidé d'aller directement à la maison d'Onision et Kai, caméra à la main, pour les confronter. Il est entré dans le jardin avant et a frappé à la porte, espérant un face-à-face sur le terrain. Cette sorte de chasse aux chats et à la souris, qui jusqu'alors n'avait eu lieu que sur Internet. Mais Onision a riposté. Alors que Hansen était à la porte de sa maison, il a appelé le 911 pour signaler qu'il était harcelé depuis des mois par un homme qui avait maintenant fait irruption sur sa propriété. La police est arrivée, forçant Hansen à quitter les lieux. Onision pensait qu'il avait gagné, mais Hansen était convaincu que la victoire était la sienne. Lorsque le scandale d'Onision a éclaté au grand jour, il semblait que ses jours sur le réseau et même en liberté étaient comptés. Mais bien au contraire, bien plus loin. Malgré la raillerie publique et les innombrables analyses de son cas sur Internet, rien d'autre ne s'est produit. Onision a élaboré des décharges controversées dans lesquelles il ridiculisait les plaintes contre lui et assurait qu'il n'était coupable d'aucun des crimes dont Hansen et ses ex-petites amies l'accusaient. L'idée qu'il était à la tête d'une sorte de réseau de pédophiles lui semblait drôle, et il tenait pour acquis qu'il ne paierait jamais pour ses fautes. Il n'était pas totalement dans l'erreur, mais la réalité le frapperait bientôt là où ça fait mal, son contenu en ligne. Démonétisation et plus encore. Le 18 janvier 2021, la série documentaire Onision in Real Life a été lancée, actuellement disponible sur la plateforme Max, qui compilait toute la recherche effectuée par Chris Hansen et avec le témoignage des victimes. Dès que ce matériel a été révélé, YouTube a pris la décision de démonétiser à jamais la chaîne du créateur de contenu.
Il avait auparavant été banni de Patreon pour avoir publié des informations privées d'une abonnée qu'il avait dénoncée pour abus. On estime qu'à ce moment-là, Onision avait téléchargé plus de 6000 vidéos et ses gains totaux avoisinaient les 2,4 millions de dollars. Aujourd'hui, le compte de Kai est désactivé, mais le sien reste actif. La plupart des vidéos qui parlent d'eux sur le reste de YouTube diffusent les plaintes. Certains affirment qu'Onision a pratiquement généré un culte autour de sa personne, au-delà du fait qu'il n'y avait pas d'éléments ouvertement religieux dans son discours. La coercition a été le fil conducteur de son ascension vers la célébrité. Et ce sur quoi il s'est appuyé pour attirer et manipuler ses victimes ? Mais jusqu'à présent, toutes les conséquences de son comportement semblent liées au domaine numérique. Qu'en est-il de la question juridique ? Onision et Kai font l'objet de plaintes officielles. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de nouvelles majeures à ce sujet. Bien qu'il serait logique qu'à moyen terme, ils soient traduits en justice. L'une des charges les plus lourdes semble être celle de Sarah, l'une de ses dernières victimes, qui a présenté son cas devant la cour du Michigan. Peu de détails sont connus sur la vie privée d'Onision et de Kai. Ils vivent à Washington, ils ont 2 enfants, un garçon et une fille. Et une enquête a été ouverte par le Federal Bureau of Investigation sur ces 2 youtubeurs, qui comprend le toilettage et l'abus de mineurs. On soupçonne aussi qu'ils ont été violents envers leurs enfants. L'affaire ira-t-elle en justice ou restera-t-elle une autre histoire trouble du web ? Seul le temps le dira. La question qui préoccupe tout le monde maintenant est combien d'autres Onisions ont existé ou existent dans l'immense océan virtuel ? Combien d'individus dangereux cachent leurs véritables intentions derrière des tonnes de charisme ? Et, plus important encore, comment les découvrir avant qu'il ne soit trop tard ?